On m'a demandé aussi de parler un peu sur le comment. Comment la mobiliser et l'imaginaire pour, dans nos vies, dans nos modes de vie, et qu'est-ce qu'on en retire de tout ça dans notre vie quotidienne. Alors là, moi je dirais d'abord que c'est pas évident, parce que pour une raison qu'on a vue tout à l'heure, c'est que la poésie est liée à la création. Et que donc, elle a une grande ouverture praxique et une grande ouverture. Voilà, c'est une dynamique transformatrice. Euh, donc on pourrait penser, en voyant ce sens-là, qu'elle a plutôt vocation à habiter le pourquoi que le comment. Après, on peut faire plusieurs remarques quand même, et je finirai là-dessus. Alors d'abord, peut-être garder en tête deux choses importantes. La première, c'est l'idée que le premier moyen de mettre en œuvre, d'appliquer ces idéaux, de mettre en œuvre ces idées, est d'essayer de les matérialiser à notre premier niveau d'action, c'est-à-dire à ce qui sort de notre bouche. On peut considérer que c'est notre première marge de manœuvre, notre premier moyen de rentrer en action, quoi. Et si on pense que le médium, c'est le message, pour tout nouveau message qu'on voudra faire passer, il y a cette idée qu'on peut vouloir réinventer son outil, et que si on veut exprimer de nouveaux paradigmes, de nouvelles images, c'est peut-être assez difficile de le faire dans un langage militant, revendicatif, classique. Et quand on dit langage, c'est pas seulement les mots. Le langage, c'est aussi la syntaxe, la grammaire, le rapport entre signifiant et signifié, la manière dont on joue avec ça, les intonations, les silences, tout ce qui fait en fait la poétique. Alors ensuite, il me semble que cette poétique du changement, ce qu'on pourrait appeler en fait une poétique du changement, on a la psychologie du changement. Rob Hopkins, dans le manuel de la transition, on en parle beaucoup, de psychologie du changement. Là, on pourrait imaginer une sorte de poétique du changement. Et bien, cette poétique du changement, elle passerait non seulement par un changement de langage, mais aussi un changement d'attitude vis-à-vis du langage. C'est-à-dire que on peut penser qu'on a spontanément une approche assez volontariste. On peut être tenté par le fait d'avoir une approche volontariste, productiviste, assez batailleuse avec le langage. Mais on peut voir que, c'est pas difficile de voir que les dynamiques des langues ne répondent pas du tout ou dépassent largement nos volontés individuelles. Et que donc, là, on rejoint un rapport au monde ou une attitude qu'on trouve dans l'écologie ou le jardinage aussi, c'est-à-dire qu'on est face à des émergences dans le jardinage ou dans le domaine de la poésie, le rapport au langage. On a cette nécessité de composer avec des processus vivants, ce qui fait qu'on ne peut pas vouloir créer massivement un nouvel imaginaire, avoir une approche productiviste ou quasiment démiurgique. Donc là aussi, dans l'écologie et le jardinage, on peut essayer d'abord d'agir à son propre niveau individuel, à un niveau intermédiaire, c'est-à-dire du collectif concret, en pratiquant la pédagogie par l'exemple et en faisant confiance à une sorte de dissémination virale des trouvailles et de ce qui marche, quoi. Voilà. Ensuite, poétique du changement, on voit que ce rapport au langage, l'importance des mots, des images, est déjà préfiguré dans le mouvement de la transition. Les exercices de visualisation, les récits, la création de nouvelles histoires, nouveaux récits pour l'avenir est présente, fortement présente dans le manuel de la transition et les méthodologies qu'ils ont développées. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a dit que la poésie c'était l'art des mots. Le mouvement de la transition a généré une parole qui marche, une parole fertile à travers son succès. Voilà. Alors après, pour aller plus loin, pour développer cette poétique du changement, ça supposerait peut-être de laisser la poésie et la création artistique développer et creuser leur rapport à l'époque et leur rapport à l'avenir. Et ça suppose de se dégager d'une autocensure assez importante à mon sens, qu'on trouve là-dedans,
Il y a un complexe fort dans le monde de la culture par rapport à l'instrumentalisation. Évidemment, il y a une sorte des antécédents en la matière, mais d'un autre côté, c'est le poète René Char qui disait, euh, qui parlait lui de la poésie de circonstance, qu'il appelle la poésie de circonstance. Refuser la poésie de circonstance, c'est refuser au poète l'honneur ou la dignité, l'honneur d'être des hommes. Donc c'est l'idée que, comme les colibris, là, que tout le monde à sa part peut contribuer à sa manière, et que les poètes aussi peuvent apporter leur part de colibri, et voilà, abonder avec leurs propres moyens. Et ça peut être d'autant plus important qu'on est dans un contexte et une époque où la récupération est forte, on est dans un contexte de marchandisation fort aussi, d'un peu tout. Et la poésie et les poètes peuvent nous aider à nous ancrer dans un territoire existentiel et à ne pas perdre de vue ce à quoi l'on tient. Nos attachements, nos valeurs. Et alors là, en fait, on rejoint ce qui est l'enjeu profond de la culture. C'est Albert Camus qui disait que la culture, c'est exercer son sens le plus intime, c'est-à-dire celui de l'éternité. Donc on peut penser que la poésie et la culture sont là pour nous reconnecter avec ce qui dure, avec garantir une sorte de continuité, et aussi nous aider à construire le collectif, c'est-à-dire au-delà des clivages d'idées, ramener à une certaine communauté d'expériences humaines, à une profondeur quasiment ontologique ou existentielle, où beaucoup de clivages ou de positions ne tiennent plus en fait. Voilà, donc l'enjeu, ça pourrait être de redonner par-delà les complexes et l'autocensure une importance politique au poétique, dans la vie politique des partis, mais aussi dans celle du monde associatif, de l'éducation populaire permanente, du militantisme. Et ça peut vouloir dire inclure la parole poétique dans les temps de débat, dans les temps de réflexion, et au niveau des programmes, des idées, le côté plus programmatique, ça voudrait dire essayer de réaccorder une importance à cette dimension poétique de nos vies, cette dimension dont parlait le manifeste des Neufs tout à l'heure, de façon à ce qu'on ait à ce qu'on puisse habiter de manière plus entière, habiter en général, et cette dimension poétique en particulier, sans avoir à se cacher ou sans s'excuser, et de façon à faire aussi que cette boucle dont on a parlé entre écologie et poésie puisse se réinstaurer, et qu'on puisse nous aussi, comme disait Guy Evic, faire nos olives. Je revendique l'air du large et les marées, le ciel liquide de l'été. Je revendique la paresse et l'inutilité. Je revendique la lenteur des matinées et le silence après l'orage. Je revendique la chaleur des lèvres presque abandonnées. Je revendique l'entre-deux. Ouais, c'est bien pour ici. Ce qui ne se définit pas, qui n'est pas régi par la loi. Je revendique le désordre de l'espoir et le temps suspendu, parfois. Je revendique l'anti-rentabilité, le goût sucré de l'ombre bleu marine. Je revendique le hasard et le changement des regards au creux d'une minute anodine. Alors bien sûr, si la transition se déploie et arrive vraiment à transformer nos modes de vie, si on peut imaginer que une organisation écologique se substitue à l'organisation économique, si on a plus de paillettes d'or poétiques dans notre quotidien prosaïque, il y en aura toujours pas moins des crimes, des disputes, même peut-être et sans doute des guerres. On n'est pas là dans l'angélisme. Mais ce qu'il y a derrière tout ça, c'est peut-être
Enfin, on voit que la difficulté d'exister sera toujours là et que le métier de vivre dont on a parlé sera toujours lourd. Mais ce qui est en jeu dans tout ça, c'est qu'on puisse assumer le lot de nos existences avec peut-être plus de franchise, de dignité, de façon plus entière, de façon plus intense. Et que si on doit rire, que ce soit de façon, là encore, oui, plus pleine. Si on doit pleurer, que ce soit pas de frustration, parce qu'on voit que le monde s'artificialise de plus en plus, qu'on est environné de choses inertes mises sous perfusion d'énergie fossile. Donc on n'en soit pas dans cette frustration-là, parce que le beau ou le vivant s'échappe un peu ou se retire. Mais que si on doit pleurer, ce sera plus, peut-être pour de bonnes raisons, c'est-à-dire plutôt quand la vie nous traverse un peu trop fort. Tu es revenu de promenade. La nuit descendait sur la campagne. Tu as dit : j'ai vu le grain de beauté de la lune. Les fleurs explosaient au dehors. Le printemps perçait le blanc de tes yeux. Tu es revenu de promenade. Le calme descendait sur tes joues pâles. Tu as dit : cherche encore, n'aie pas peur. On pleure quand la vie nous traverse un peu trop fort.